Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 3 mai. Au sommaire de ce JT, les joueurs du Stade Bressois se déplacent ce vendredi à Béziers et Brest peut obtenir son accès en Ligue 1 dès ce soir. Joueurs et supporters sont motivés. Nous les avons suivis lors du dernier entraînement. C'est vendredi et je vous propose une idée de sortie pour le week-end. À Guingamp, la prison devient un lieu touristique et culturel. Une seconde jeunesse pour ce site historique. Visite guidée à la fin du JT. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons un confrère du Télégramme et cette semaine, c'est Benjamin Bréon qui s'y colle. Bonjour Benjamin. Bonjour Christophe. Benjamin, vous allez nous parler d'une pratique en voie de disparition ? Écoutez, oui, je vais partir le pouce en l'air le long des routes de l'information. Waouh. Je like Benjamin. Je vous le disais en titre, le Stade Brestois se déplace à Béziers ce soir pour la 36e journée de la domineuse Ligue 2. L'occasion, en cas de victoire, de fêter la montée en Ligue 1 dès ce soir dans le Finistère. Sur le terrain et dans les tribunes du stade Francis Leblay, Amaury Lebeau a suivi le dernier entraînement des Tisef, prêt à fêter dignement cette montée. On regarde tout de suite son reportage. Il y a 9 ans, le Stade Brestois retrouvait la Ligue 1 en battant Tours à domicile. Cette année, les Tisef ont l'opportunité de finir le travail à l'autre bout de la France. Et quoi de mieux pour préparer ce rendez-vous que de s'entraîner au plus proche de ses supporters. Au programme, les joueurs ont fait tourner le ballon puis se sont offerts une confrontation pendant une demi-heure devant des supporters comblés à l'idée d'être à 2 pas d'un retour en Ligue 1. Ce serait magnifique. Magnifique. Quand ils sont montés il y a 9 ans exactement, il y avait plus de 20 ans d'attente, on va dire ça. Là, ça fait quand même 6 ans qu'on attend ça et c'est quand même assez long. Mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille ce soir face à une équipe de Béziers qui doit absolument gagner pour espérer se maintenir en Ligue 2. Faut être sérieux. Plus tôt on peut tuer le championnat, mieux ce sera. Donc, si c'est demain, c'est tant mieux pour nous, pour les supporters, mais avant tout pour l'équipe et le club. Ouais, je pense que ça va être un match dur quand même là-bas. Ouais. Parce qu'ils jouent un peu leur survie, je pense. S'ils ne gagnent pas, ils descendent sûr. Donc ils font jouer leur vie. De l'enjeu certes, mais pas de quoi aborder ce match avec la boule au ventre. Si les Brestois ne gagnent pas, ils auront encore l'opportunité de s'offrir la montée à domicile contre Niort la semaine prochaine. Mais pour Quentin Bernard, défenseur brestois, pas question d'attendre une semaine de plus pour valider la montée. Après c'est vrai qu'ici il y a un engouement qu'il n'y a pas forcément ailleurs, donc à nous de aussi les récompenser demain. On peut leur faire un joli cadeau à notre retour. J'espère qu'il y aura pas mal de monde à l'aéroport. Une victoire brestoise ou une défaite de 3 et les hommes de Jean-Marc Furlan pourront fêter la montée comme il se doit. Et c'est l'heure de retrouver à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée par Tom Gagnou avec le concours des rédactions du Télégramme. Des exosquelettes pour soulager les salariés de Naval Group affectés à des tâches usantes. C'est l'innovation testée depuis 1 an à Lorient et présentée cette semaine. Une expérience inédite partagée avec Airbus, la SNCF ou encore PSA qui vise à faciliter le maintien dans l'emploi des opérateurs en fin de carrière et à contribuer à féminiser les effectifs de l'entreprise. Bonne nouvelle pour les riverains de la ligne grande vitesse, 11 millions d'euros vont être débloqués pour remédier aux nuisances sonores en Bretagne et dans les Pays de la Loire. C'est la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui l'a annoncé ce jeudi. Un rapport rendu par le Conseil général de l'environnement et du développement durable explique que les personnes habitant à proximité de la ligne sont exposées à des nuisances avérées. Nouvelle gronde des pêcheurs contre l'éolien en mer. Cette fois-ci, c'est le projet d'El Marine qui est contesté. Ce dernier prévoit la construction de 62 éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc. 3 plaintes ont été déposées à Bruxelles par l'association de défense et de promotion de la pêche artisanale dans le golfe normand-breton. Les pêcheurs craignent que cela ne perturbe la pêche sur le fond, en particulier pour les crustacés. La Torche a les Jeux Olympiques en ligne de mire. Les collectivités locales ont déposé ce vendredi leur dossier de candidature pour que le site Bigoudin accueille en 2024 les épreuves olympiques de surf. La sélection sera rude, avec notamment Biarritz, Hossegor et Lacanau en principaux concurrents. Verdict attendu en décembre 2020. Et on termine avec une belle histoire, celle d'un cheval miraculé qui a frôlé la mort
Asvad devait être euthanasié en 2013 suite à une vilaine fracture à la jambe gauche. Mais au lieu de le tuer, le vétérinaire châteaulinois François Desbordes a préféré amputer l'animal. Aujourd'hui équipé d'une prothèse en carbone, le cheval peut de nouveau courir. Depuis 3 mois, le cirque fait partie du quotidien des élèves de 6 classes du Trégor. Les élèves imaginent et jouent un spectacle pour se produire à la fin du mois de mai au pôle national des arts du cirque au Carré Magique à Lannion. Une artiste circassienne est chargée de les aider et de suivre leur évolution. Je vous propose tout de suite d'écouter Cécile Métral. Elle est artiste cirque et référente du projet. Il y en a qui ne sont jamais allés au spectacle du tout. Il y en a qui ont un petit peu plus l'habitude, il y en a qui ont des références, d'autres non. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est vraiment de mettre l'accent sur le travail collectif, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut savoir les partager, il faut savoir les expliquer aux autres. Il faut savoir être à l'écoute, il faut mettre un petit peu son ego de côté pour travailler au service d'un spectacle qui dure 10 minutes avec toute une classe. Donc cette évolution, elle est souvent très, très intéressante. Dans le Morbihan, la 7e édition du Lorient Nautique a débuté ce vendredi. Sur ce salon du nautisme et de l'innovation, plus de 7000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. L'occasion de découvrir une centaine de bateaux à terre et à flot. À l'heure où le marché de la plaisance redresse la barre, la tendance est-elle à la voile ou au moteur? C'est la question posée par Karine Chevrolier. Sur les pontons de la base, il y a ceux pour qui le moteur s'impose comme un choix très pragmatique face à la voile. Parce qu'on n'y connaît rien. Je ne vois pas avec un bateau à voile. Le moteur, oui, c'est assez simple. Et puis vous sortez tout de suite, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent, voilà. Pour d'autres, la voile c'est du passé et c'est plus à contre-cœur et par facilité que s'impose le moteur. Alors je suis plutôt voile, mais je suis venu au moteur, j'ai un bateau de 8,50 m par commodité et adaptation au physique, parce que les bouts, il faut tirer dessus sur un bateau à voile. Le motonautisme a donc la primeur. Sur la centaine de bateaux exposés au sein du salon, seulement 10% sont des voiliers. Une plaisance qui garde ses adeptes et ses inconditionnels. C'est le calme, c'est le silence, c'est la liberté. S'amuser à régler mieux les voiles, à calculer son cap, à regarder où on va aller, mais tout ça dans une certaine sérénité et tranquillité. Le voilier, c'est plus quelque chose de festif et de vacances. Mais pour les plus indéterminés, comment savoir si l'on est plutôt à voile ou à moteur? Si vous me dites sous l'angle écologique, je vous réponds voilier. Si sur le plan du plaisir, consommation instantanée, ça sera moteur. C'est rapide, ça prend pas de temps, il faut juste repasser à la pompe à essence. Voilà, alors après c'est à chacun sa conscience. Pour ceux qui ne souhaitent pas choisir, il y a la location et le phénomène des boat clubs en plein développement, une alternative permettant de pratiquer les deux. Allez, on reste dans les transports et la mobilité avec Benjamin Bréon en direct de Morlaix. Alors Benjamin, vous replongez dans votre folle jeunesse d'autostoppeuse. Oui Christophe, en fait, pas exactement, mais c'est vrai, c'était bien un sac au dos sur les routes de France, sans heure de départ, ni d'arrivée, les cheveux dans le vent et la roulée au bec. Sauf que à l'époque a un peu changé, vous avez dû remarquer des autostoppeurs, il y en a moins qu'avant. Pourtant, le stop, ça a beaucoup de qualité, donc c'est la liberté, comme je le disais, mais c'est aussi écolo, puisqu'on remplit au mieux les voitures en circulation, c'est gratuit pour les deux parties, et puis on discute, on fait des rencontres, bref, c'est chouette. Et c'est là qu'intervient ce dont je veux vous parler, des initiatives du type des cabanes à pousses à Plougastel, de Coquelicot, près de Nantes, ou encore d'Octopus en presqu'île de Crozon. C'est-à-dire, Benjamin? En fait, voilà, pour le stop, il faut au moins être deux. Il faut une autostoppeuse ou un autostoppeur qui n'a pas peur de monter dans la voiture d'un inconnu, et il faut un automobiliste qui n'a pas peur de faire monter gratuitement dans sa voiture un ou une inconnue. Ce que propose Coquelicot, Octopus et les autres, c'est de sécuriser les deux parties. Coquelicot, par exemple, à Orvaux, près de Nantes, propose deux choses. D'une part, une inscription en ligne qui permet de se positionner soit comme passager, soit comme automobiliste, soit éventuellement les deux, pourquoi pas. C'est gratuit, bien sûr, et identification faite, le participant est signalé par un autocollant. On n'est donc plus tout à fait dans l'inconnu. Et puis d'autre part, grâce à des panneaux prépositionnés à des endroits stratégiques, les automobilistes savent où ils vont trouver des autostoppeurs et les autostoppeurs, eux, peuvent indiquer sur des panneaux là où ils comptent se rendre. Et ça marche?
Ça marche, bien sûr, oui, oui. Et même pour l'instant, il y a plus de volontaires automobilistes que de volontaires passagers. Mais la question que je me pose, en fait, c'est pourquoi ne pas généraliser cette pratique? Dans nos zones rurales, il y aurait une série d'aires d'arrêt pour aller de nos villages à nos villes-centres et des villes-centres à nos villages. Ce serait simple, pas cher à mettre en place et ça, évidemment, ça faciliterait le développement de cet usage. Si vous savez qu'à chaque fois que vous allez de Goulevin à Kerlouan, de Peumrit à Pouldreuzic ou de Plouray à Gourin, vous savez qu'il y a à un endroit donné quelqu'un qui risque de faire le même trajet que vous avez tendance à faire un petit détour pour voir si vous ne pouvez pas lui rendre ce service. Et bien là, tout le monde est gagnant. Alors voilà, une fois cela dit, moi je demande ça à nos téléspectateurs et aux élus qui nous regardent. Chiche. Ah ben écoutez, chiche, on va demander ça aux élus et aux téléspectateurs. Et vous avez des destinations de rêve. Benjamin, bon week-end à vous. Alors, les portes de l'ancienne prison de Guingamp sont ouvertes au grand public après 2 ans de travaux de réhabilitation. Ce monument historique a été transformé en lieu culturel. Il accueille désormais le centre d'art Guinzegal spécialisé dans la photographie. Je vous propose de nous rendre dans cette prison. Durant des décennies, l'ancienne prison de Guingamp a été abandonnée. Aujourd'hui, après 2 ans de travaux, elle devient un lieu culturel. Dans certaines cellules, le centre d'art Guinzegal a installé ses bureaux et surtout des expositions. Une salle de 150 mètres carrés a aussi été construite dans une des cours de la prison, une aubaine pour le développement de Guinzegal. Alors pour la première exposition, on va voir un ensemble de 11 productions d'artistes réalisées depuis une dizaine d'années. Donc c'est des commandes qu'on a passées à des artistes qu'ils ont réalisées sur le territoire. L'idée c'était de montrer, c'est une de nos spécificités en fait, cette aide à la création, c'est vraiment au cœur de l'activité de Guinzegal. Et c'était aussi pour montrer qu'on est sur ce territoire depuis longtemps et qu'on y a déjà produit beaucoup de choses. Donc il y a des choses nouvelles et il y a des choses plus anciennes. Coût des travaux 2,7 millions d'euros, un projet qui n'a pas fait l'unanimité et qui doit encore trouver des fonds pour restaurer davantage de cellules. On a eu souvent des confrontations fortes où j'ai dit qu'il fallait faire preuve d'un courage politique. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on n'est encore qu'à la mi-temps de ce projet pour que les différentes cellules trouvent des fonctions, soient utilisées comme il se doit. S'ouvrir et non se couper du monde en allant en prison, c'est désormais possible à Guingamp. Le lieu classé monument historique est ouvert du mercredi au dimanche. C'était un reportage de Mathilde Kemener. Avant de se quitter, une image, celle choisie par les internautes pour représenter les Fêtes maritimes de Brest 2020. Plus de 6000 personnes ont pris part au vote. Les internautes viennent de Bretagne, mais aussi de bien plus loin, de Californie, du Québec, de Polynésie, d'Afrique du Sud ou encore de Taïwan. Cette affiche entre tradition et modernité est l'œuvre de Gilda Java, un artiste qui collabore notamment au collectif Brest en Bulle. Pour mémoire, les Fêtes maritimes de Brest se dérouleront du 10 au 16 juillet 2020. Allez, ainsi s'achève cette édition du JT. Vous retrouvez lundi Frédéric Lorenzon à cette même place. D'ici là, passez un excellent week-end sur TBO et TV Sud.